Je rappelle donc ce que c'est qu'une conférence de conjoncture. C'est un rendez-vous, en fait, maintenant qui est récurrent, que nous avons tous les trimestres, et au cours duquel nous essayons de nous faire une opinion sur l'état de la Martinique à travers les statistiques disponibles. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir n'est pas forcément identique à ce qui a été présenté les fois d'avant, mais il y aura toujours des traits communs. D'accord ? Alors, pour ce qui concerne notre conférence d'aujourd'hui, il y aura très clairement trois parties. Une première partie qui sera le constat, donc vraiment la conjoncture. Je passerai assez rapidement sur la conjoncture mondiale, la conjoncture française, que j'évoque systématiquement parce que, comme je le dis, la Martinique n'est pas indépendante, et je ne parle pas en termes institutionnels, on n'est pas tout seul dans le monde, d'une part. On parlera de la conjoncture martiniquaise à travers un certain nombre d'indicateurs. Alors je les ai réduits, d'habitude j'en prends beaucoup, cette fois-ci je les ai réduits parce que j'ai gardé uniquement ceux qui me semblaient les plus pertinents pour le trimestre. Et puis en troisième partie, en deuxième partie, ça c'est la conjoncture, en deuxième partie, on va faire de la prospective. Alors je dis bien on va faire de la prospective à travers un certain nombre de projections qui seront basées sur les évolutions démographiques. Je parle de projection, je ne parle pas d'estimation, je ne parle pas de prévision. Je ferai le rappel de ce qu'est chacune de ces notions pour les gens qui confondent. Et puis à la fin, j'ai réservé une petite surprise à certaines personnes. José est là, il prend ses notes. Je me souviens que tu m'avais posé un certain nombre de questions, deux en particulier, auxquelles j'ai tenu à répondre en détail ce soir, parce que je l'avais fait, je dirais, à dire d'expert les fois d'avant, mais là j'ai voulu vraiment rentrer dans les détails. La première de ces questions, c'était quel était dans notre taux d'inflation ce qui était spécifique à l'économie martiniquaise et ce qui était importé. Donc je devais vous montrer un petit peu le détail entre les deux. Et l'autre fois, tu m'avais demandé quel était le niveau de croissance nécessaire pour créer de l'emploi à la Martinique. Alors, sous-entendu emploi privé, sachant que le chiffre qui est habituellement retenu pour l'économie française, c'est 1,5%. Donc pour créer de l'emploi, on dit qu'en France, il faut 1,5% de taux de croissance. En Martinique, on verra que ce n'est pas tout à fait ça. Voilà, ça vous va comme programme ? Ok. On est entre nous, donc vous m'interrompez quand vous voulez. Alors, l'économie mondiale. L'économie mondiale a donné beaucoup d'espoir de rebond en fin d'année dernière et au début de cette année-ci, puisque le taux moyen de croissance observé de l'économie mondiale au cours des 2-3 dernières années de l'ordre de 3,2, 3,3%. Et donc on pensait qu'on allait franchir une étape et dépasser les 3,5%. Il y a beaucoup d'analystes qui s'étaient fondés là-dessus en faisant le constat que l'un des éléments les plus favorables à la croissance du PIB, c'était la baisse du coût de l'énergie, notamment du pétrole. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est en train de revenir sur ces prévisions-là. En partie parce que les cours du pétrole sont en train de remonter, ce qui est totalement contradictoire avec la règle économique qui veut que plus l'offre est forte, plus les prix baissent. On n'a jamais produit autant de pétrole dans le monde, les réserves n'ont jamais été aussi élevées et les prix sont en train de remonter. D'ailleurs, qu'en l'espace de 4 mois, le prix du pétrole avait baissé de 60%, en l'espace d'1 mois, il est remonté de 40%. Donc on ne sait pas où ça va s'arrêter, peut-être que c'est juste un phénomène de yo-yo, mais la conséquence, vous la voyez ici, c'est que la tendance de la croissance mondiale est une tendance baissière. Et ça se voit d'ailleurs quand on regarde les rythmes annuels. En rythme annuel, en comparant une année par rapport à l'autre, on est à 3%. Bon, c'était 3,2, ça a baissé un petit peu, mais sur un trimestre, on passe de 3 à 1,2. Donc on a un véritable ralentissement de la croissance mondiale. La production industrielle mondiale, qui est liée également à la production de pétrole, est en train de chuter. Vous voyez que la tendance de long terme est à la baisse. Même si les exportations mondiales, elles, continuent à augmenter, elles sont essentiellement tirées par les pays, je dirais, émergents. Bon, la Chine, mais de moins en moins, même si la Chine continue à elle seule à représenter approximativement 55% des exportations mondiales, mais ça diminue parce que les Chinois commence aujourd'hui à avoir un niveau de vie qui rend moins intéressant la délocalisation de certaines fabrications.
vous voyez ici que les exportations ont tendance à se réduire. En ce qui concerne le prix des matières premières, alors curieusement, le prix des matières premières chute. Et là, c'est une chute de long terme, puisqu'en fait, on parle ici d'un point haut qui était en 2010. En l'espace de presque 4 ans et demi, on a perdu globalement 40 points d'écart. Il y a 40 points d'écart entre ce point haut qui était en 2010 et celui qu'on atteint aujourd'hui. L'inflation. Alors, tout devrait aller mieux pour les exportations, puisque l'inflation mondiale diminue. Et malgré ça, en fait, on a un véritable problème de redémarrage qui s'explique de la façon suivante. Ici, vous avez les pays dits développés. C'est dans ces pays que l'inflation est la plus basse. Mais c'est aussi dans ces pays qu'elle chute le plus, elle se rapproche du point zéro. Vous avez la moyenne mondiale, et le problème, il est là. Le problème, il est dans les pays en voie de développement. Comme ce sont souvent les clients des pays développés, même si les prix qui leur sont proposés à l'import, puisque c'est de l'importation souvent pour eux, sont des prix dont le prix augmente moins vite que les années précédentes, vous avez ici une résistance à la baisse dans les pays sous-développés, avec même un redémarrage ici, qui fait que c'est un phénomène de ciseaux. Le pouvoir d'achat des clients potentiels ne suit pas l'offre proposée par les pays développés. Si on passe à l'économie française, alors vous avez certainement entendu, comme tout le monde, la presse en a beaucoup parlé, du rebond potentiel de l'économie française à travers son PIB. Et effectivement, quand on regarde les tendances, on est à 0,7, bon, c'est pas terrible, hein, 0,7 sur un an, mais sur un trimestre, 2,2. Alors, c'est le trimestre qui est spectaculaire. Malheureusement, rien ne permet d'affirmer que cette éclaircie sera durable. Pour une raison que l'on peut facilement expliquer par le fait que même si on a un pouvoir d'achat qui se maintient en France, on a une production industrielle, vous avez vu, qui est en chute. Elle est tombée très brutalement, elle a essayé de repartir, et malgré le CIC et les différentes mesures qui sont prises par le gouvernement, la production industrielle française ne repart pas. L'indice des prix à la consommation, lui, l'indice des prix à la consommation, taux de chômage, je vais trop vite, voilà, l'indice des prix à la consommation, il fait ça, donc il se rapproche dangereusement du niveau zéro, c'est-à-dire de la déflation, et il n'y a pas de pire pour une économie que la déflation. Parce que quand on s'installe durablement dans la déflation, en général, on en sort dans un très mauvais état. Le résultat, c'est la chute tendancielle, mais de plus en plus évidente maintenant, de l'emploi salarié dans le secteur marchand. Et c'est le corollaire, l'augmentation du taux de chômage. Si on passe maintenant à la Martinique. Alors, tout le monde s'accorde pour dire que le premier trimestre à la Martinique n'a pas été mauvais. En même temps, je crois surtout qu'il y a eu la conférence de presse de présentation du rapport de l'IEDOM lundi, tout le monde reconnaît, ce qui n'était pas évident, rappelez-vous, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, que l'année 2014 n'était pas une mauvaise année, en tout cas, qu'elle marquait un progrès par rapport à l'année 2013. Le problème, et nous allons le voir, c'est que la situation est extrêmement contrastée. Il y a des secteurs qui effectivement marchent mieux. Il y a chez un certain nombre de chefs d'entreprise, qui sont ceux qui tirent l'économie vers le haut. Il y a, je dirais, un regain d'optimisme. Nous avons des indicateurs qui montrent que l'investissement qui se cassait la figure depuis à peu près 2 ans repart un petit peu. Il est trop tôt pour dire si c'est un investissement nouveau ou si c'est un renouvellement d'équipement. Mais toujours est-il qu'il y a des éléments qui sont favorables. Le problème, c'est que produire, c'est une chose, vendre, c'est une autre chose. Et l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que ceux qui sont habitués à ces conférences de conjoncture connaissent bien, c'est la trajectoire démographique. La clientèle de la Martinique, la voilà. Voilà comment elle évolue. Elle évolue comment? Quand vous regardez les chiffres qui sont ici, la population martiniquaise, c'est-à-dire la clientèle des entreprises martiniquaises, ce qui finalement fait le PIB, a diminué de 7000 personnes en 2 ans.
dans une population qui représente un peu moins de 390 000 personnes. C'est-à-dire qu'en 2 ans, nous avons perdu pratiquement 2% de notre population. Et malgré ça, nous continuons à avoir une économie qui ne s'effondre pas au rythme où elle devrait. Alors, ça s'explique. Il y a des effets retard, il y a des effets, je dirais, de désépargne qui permettent d'alimenter la consommation, mais il n'empêche que quand vous avez une trajectoire démographique comme celle-là, ça n'incite pas à l'optimisme. Il n'empêche que l'un des éléments majeurs qui tirent le PIB vers le haut, ce sont les importations, c'est-à-dire le commerce extérieur. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate, quand on regarde les différents chiffres ici, ça c'est la dernière publication de la Direction générale des douanes. Ce qu'on constate, c'est que quand on regarde les taux ici, les exportations ont augmenté de façon extrêmement sensible. Alors, de 2012 à 2013, on a 49% d'augmentation des exportations. On parle ici d'exportations hors pétrole. Autrement dit, ce sont les biens et services et les produits agricoles qui sont exportés. 49% de plus entre 2012 et 2013, 65% de plus entre 2013 et 2014. Alors je veux bien que l'on me dise que la Martinique, ça ne marche pas, enfin c'est du chômage, c'est tout ce qu'on veut, mais moi je n'arrête pas de tirer mon chapeau aux gens qui permettent de faire ça. Ça, c'est les entreprises martiniquaises. Alors après, quand on regarde 2014-2015, le chiffre qu'il a n'est que chiffre partiel, parce qu'on n'a que le premier trimestre. D'accord? Donc ce qui a été comparé là, c'est la période qui va du deuxième trimestre 2014 au premier trimestre 2015. Donc ça ne fait pas exactement une année d'écart avec l'année 2014. Mais globalement, on peut considérer que sur un trimestre, on a déjà 1,5% d'augmentation. Donc, nous avons une situation économique dans laquelle les entreprises locales, manifestement, en tout cas au moins celles qui exportent, ont trouvé, je dirais, un second souffle ou une raison supplémentaire d'y croire. Maintenant, et malheureusement pour nous, on a un taux de couverture qui est très faible, qui est de l'ordre de 20%. Donc ce ne sont pas les exportations qui vont tirer notre PIB vers le haut, ce sont les importations. Parce que l'essentiel de la consommation des ménages et des administrations, ce sont les produits importés. Et là, malheureusement, on n'a pas de quoi se réjouir. De 2012 à 2013, presque 15% de moins. De 2013 à 2014, ça s'est stabilisé, on est à moins 0,3%. Et sur le premier trimestre, on est à moins 6%. Plus 1,5% en export, moins 6, non, ça c'est le solde, pardon, moins 5,6 en import. Le solde, moins 6. Si on additionne, en fait, alors quand je parle du solde, c'est évidemment le solde commercial. Hein, exportation moins importation. Mais pour la comptabilité nationale, on sépare vraiment les deux comme si c'était des choses qui étaient indépendantes. Graphiquement, ça représente ça. Donc ici, vous avez l'évolution des importations, vous voyez que ça se tasse, et l'évolution des exportations. C'est mieux, mais ça ne représente pas grand-chose. Donc finalement, nous avons un solde qui est négatif, il est de moins en moins négatif, mais il le reste. La bonne nouvelle, et c'est là encore un des éléments... Tu voulais me poser une question? Oui, non, simplement, au niveau des importations, on exclut les importations de matières premières? On exclut tout ce qui est pétrole. Non, mais... non, le reste on garde. Oui, on garde le reste. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'augmentation des exportations entraîne aussi l'augmentation des importations de matières premières? Ben oui, puisque généralement, en fait, la transformation se fait ici et repart. L'intérêt qu'il y a, en fait, à s'intéresser aux exportations, c'est que la valeur ajoutée, on l'a sur les exportations, on l'a pas sur les imports. En fait, on s'enrichit en exportant. Ça va pour tout le monde? Oui. On est d'accord, quand on parle d'exportation ici, on parle de tout qui sort de la Martinique, pas au sens pur de l'exportation à l'égard d'un pays étranger. On part, alors, ça c'est intéressant comme question parce que ces chiffres-là sont particuliers dans la terminologie douanière. On parle vraiment d'exportation d'un pays à l'autre. Autrement dit, dans ces chiffres-là, il n'y a pas la Guadeloupe, il n'y a pas la Guyane. D'accord? D'accord? Bon, c'est-à-dire qu'en fait, les chiffres que vous avez là sont nos vrais chiffres
d'import et d'export, puisqu'on travaille vraiment avec l'extérieur. Hein. C'est ce qu'on appelle le commerce non domestique français. Une chose vous permet en fait de mesurer, c'est que le total de nos importations, c'est de l'ordre de 3 milliards et demi. C'est-à-dire qu'en fait, avec la Guadeloupe et la Guyane, on fait 2 milliards. Et ça, on est à 1 milliard. Là où par contre, je disais, on a eu une véritable surprise. Et franchement, moi, j'y croyais pas. Je vais vous montrer d'ailleurs à quel point j'y croyais pas tout à l'heure, dans la deuxième partie. C'est l'emploi salarié dans le secteur privé. Dans un contexte comme le nôtre, avec une consommation qui n'augmente pas, avec une population en baisse, qui aurait pu imaginer que les entreprises martiniquaises auraient embauché davantage? Eh bien, elles ont embauché davantage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour la première fois depuis 2008, il aura fallu 6 ans pour ça, on est repassé au-dessus de la barre des 74 000 salariés dans le privé. Il y a 2 chiffres qui sont intéressants à connaître en matière d'emploi privé. Le nombre le plus élevé d'emplois privés que la Martinique ait eu, elle l'a eu au premier trimestre de l'année 2007. 77 010 ou 20 salariés. En 2 ans, nous sommes passés à 70 000. 77 000 en, mettons, fin mars 2007, 74 000 en fin décembre 2008, 70 000 en fin mars 2009. Donc, on a perdu 4 000 emplois en 3 mois, entre fin décembre 2008 et fin mars 2009. Il aura fallu 6 ans pour les récupérer. 6 ans. Avis aux gens qui veulent remettre ça. Bon, donc on est à 74 086. Mais comme je ne suis pas quelqu'un de naturellement satisfait, je disais dans ma note qu'il y a encore un effort à faire parce qu'il faut repasser à 77 000. Combien de temps on mettra pour ça? Je ne sais pas. Ici, vous avez les courbes, aussi bien les effectifs bruts que des effectifs corrigés des variations saisonnières. Alors, je mets systématiquement les deux. Les tendances sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence. Mais il y a parfois des pinailleurs qui me disent que méthodologiquement, je ne devrais pas parler de brut, toujours de CFE. Ok, on met les deux. Alors, je vous passe les glissements trimestriels et annuels pour les chiffres du mois. Et ici, vous avez les effectifs bruts en glissement trimestriel et là, les CVS. Et en annuel, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez bien qu'on a affaire à un phénomène qui est cyclique, mais cyclique sur le long terme. D'accord? Ça baisse entre 2014 et 2015 en termes de taux d'accroissement annuel, en termes de taux d'accroissement annuel, mais je vous avoue très franchement que pour nous, c'était totalement inespéré. Et ça le demeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de trimestre, il arrivera bien un moment où on se dit ça va se casser la gueule. Bon, j'espère que non, j'espère me tromper. Je me suis trompé au premier trimestre, j'espère me tromper au deuxième, au troisième, et ainsi de suite. Mais il faut être raisonnable. Nous sommes dans une situation démographique qui fait qu'on ne peut pas faire le plan sur la comète de ce point de vue. Les demandeurs d'emploi. Ah, les demandeurs d'emploi. Voici le cycle des DEFM de catégorie A. Alors pourquoi est-ce que je retiens cela? Parce que ce sont les gens qui n'ont aucune activité. Donc ce sont ceux qui sont le plus proches de la définition du BIT, du chômeur. On a vraiment un phénomène cyclique. Donc nous sommes actuellement dans une phase baissière, mais je m'attends à ce que pour les mois de juin, juillet et août, comme l'année dernière, ça reparte à la hausse. Cela étant dit, sur le long terme, ça diminue lentement, mais ça diminue de façon régulière. Alors, la croissance. Ben, il n'y a pas de demande, c'est difficile d'avoir de la croissance.
Et pour le premier trimestre, voici notre estimation, moins 0,33. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut avoir une estimation négative alors qu'on a des indicateurs positifs. Ben, c'est tout simplement parce que d'une part, la baisse de la consommation se fait de plus en plus sentir et que d'autre part, les indicateurs positifs nous sont envoyés par un petit groupe d'entreprises. Il ne faut pas se leurrer. Sur les 40 et quelques mille entreprises de la Martinique, on en a 85% qui n'ont pas de salariés, à peu près. 77, non, ça a baissé. Il faut dire qu'avec la crise, ça a quand même pas mal dégagé. Mais dans les 77, donc dans les 23% qui restent, il y en a 10% qui tirent l'ensemble de l'économie. Donc c'est ceux-là qui envoient les bons signaux. Donc même s'ils ont des résultats, elles ont des performances qui sont tout à fait remarquables, il y a plusieurs économies à la Martinique. Hein. Donc quand on vous dit que ça ne marche pas pour certaines strates et puis ça marche mieux pour d'autres. Même si en fait les entreprises les plus emblématiques sont celles qui véritablement nous tirent vers le haut, et comme nous disions avant le début de la conférence, l'enquête de la Banque de France l'a très clairement montré, il y a quand même un gros paquet derrière qui n'a pas les mêmes performances et le résultat se fait voir ici. Oui. Sur l'indicateur consommation des ménages. Oui. Vous ne le lisez pas dans le marque de café, mais bon, on ne sait jamais. Il y a un projet pour dire du gouvernement, je crois que c'est à l'horizon 2018, pour le prélèvement à la source. Connaissant les modes de consommation en Martinique, est-ce que c'est autant d'argent, puisque si les gens, on leur prélève à la source l'impôt sur le revenu, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir justement une consommation des ménages encore à la baisse, parce que les gens vont se dire, on me retire autant d'argent tout de suite, il faut que je fasse attention. Donc c'est autant d'argent dans l'économie, dans le circuit économique. Alors, non seulement je ne lis pas dans le marc de café, mais ça c'est pas grave, je veux bien essayer, j'essaye plein de choses, mais honnêtement je n'ai pas travaillé sur la question. Par contre, il y a une question qui, moi, me taraude. Est-ce que vous ne trouvez pas, et je vous interpelle tous, que ça fait beaucoup sur le compte des entreprises? Elles prélèvent déjà les charges sociales, elles prélèvent une partie de l'impôt. La CSG, c'est un impôt. Il va falloir maintenant qu'elles prélèvent les impôts sur le revenu. Alors, quand tout va très bien, moi je veux bien, quand l'entreprise a la trésorerie pour reverser, il n'y a pas de problème, mais quand l'entreprise a des difficultés, elle va la garder en trésorerie. Justement, vous allez dans mon sens, parce qu'elle n'est pas innocente. On sait bien qu'il y a globalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui paient l'impôt sur le revenu en Martinique. Il y a comparativement. Oui, voilà, c'est ce que vous dites. Donc, ça veut dire qu'il y aura forcément encore moins d'argent tout de suite dans le circuit. Parce que les gens auront peut-être une position de prudence pour dire j'ai moins d'argent tout de suite, je consomme pas, je préfère être prudent. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui payent leurs impôts à la Martinique. Il faut bien qu'ils trouvent l'argent à un moment ou à un autre. Donc, c'est comme le fait de passer du tiers à la mensualisation. Hein. Donc, les gens, ils ont suggéré. A priori, techniquement, ça ne devrait pas être très différent. Ce qui sera différent, je dirais, c'est la responsabilité qui va peser sur les chefs d'entreprise et dont, à mon avis, ils pouvaient très bien se dispenser. Bon, enfin, on va fermer la parenthèse là-dessus, si vous voulez bien. Donc, je vous remontre ces 0,33. Très franchement, même si ce n'est que le premier trimestre, qu'il faut encore affiner les modèles, je vous dirai pourquoi est-ce qu'il faut affiner les modèles, mon sentiment, c'est que l'année ne devrait pas être très différente de ça. Alors, c'est mon sentiment pour une bonne raison, c'est que jusqu'à maintenant, on ne s'est pas trop trompé. Bon, à 0,1% parfois, de temps en temps, ce qui fait que certains disent qu'on est nul, mais bon, moi je veux bien être nul à ce prix-là. Mais généralement, une année se termine à peu près comme elle a commencé. Donc je ne serais pas surpris, sachant que en termes de volume, la croissance du PIB a été inférieure à 0,5% en 2014. On est entre 0,4 et 0,45. Moi, je ne serais pas surpris qu'on se trouve entre 0,3 et 0,5% sur l'ensemble de l'année 2015, ce qui ne sera pas un si mauvais résultat que ça. Parce que c'est vrai, augmenter le PIB, c'est
c'est bien, mais en même temps, il y a la population qui diminue. Et même si le PIB diminue, quand la population diminue à vitesse grand V, les Martiniquais, le dernier Martiniquais à mourir sera presque aussi riche que le dernier Japonais. C'est deux pays qui ont une croissance en berne et une population en berne. Donc par tête d'habitant, ça représente des sommes extraordinaires. Mais ça, on en reparlera puisque je vous reverrai dans 3 mois. Alors, voilà à quoi ça aboutit. Ici, on est en estimation trimestrielle, mais sur des rythmes annuels. D'accord? Donc là, on a le PIB, donc ici le PIB 2014 et le PIB 2015 tel qu'il est estimé en fin de premier trimestre. Avec, en rouge, la courbe des taux de croissance. Vous voyez bien que ici, bon, c'est pas la joie. Si on compare l'évolution des taux de croissance en valeur et en volume, l'écart, en fait, tient à l'inflation. Donc, je pense que raisonnablement, si l'inflation continue à être maîtrisée, on arrivera très rapidement, en fait, à des taux de croissance volume-valeur qui devraient être approximativement identiques. Ils ne seront jamais complètement identiques parce qu'on a, je dirais, une capacité structurelle à générer de l'inflation, enfin, on verra ça en fin de conférence, qui fait qu'il y aura toujours un écart. Et je ne crois pas, en fait, à une annulation de l'écart, tout simplement parce que je ne crois pas à une déflation marginale. Voilà, ça c'était pour la conjoncture. Si je devais donner un avis, je dirais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, on s'en sort pas trop mal. Le tout maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer les trimestres à venir, sachant que l'attention sera beaucoup plus portée vers le développement économique que vers d'autres préoccupations qui malheureusement encombrent les médias. J'ai rien dit. Bon, maintenant on va faire un peu de prospective. Alors pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire ce travail? D'abord parce qu'on appartient à un groupe qui s'appelle COREX-ECODE et qui le fait systématiquement chaque année pour la Commission européenne. Et donc chaque année, on remet en chantier donc une prospective généralement à 7 ans. Donc eux, ils ont fait 2015-2022. Je me suis dit 2020, c'était largement suffisant pour nous. Et c'est une prospective qui va se baser essentiellement, en ce qui nous concerne, sur les trajectoires démographiques. Alors pour faire la prospective, il faut d'abord partir d'un certain nombre de résultats connus. Donc le PIB et la valeur ajoutée jusqu'à fin 2014. Donc vous les connaissez déjà, vous les avez là. Et graphiquement, ça donne ça. Donc un PIB qui part de 2000 jusqu'à 2014, un PIB en base 2010. Alors on reparlera de la question des bases de l'INSEE, mais l'INSEE a changé sa base de calcul depuis le 1er janvier pour les DOM, depuis le 1er janvier 2014 pour la France, depuis le 1er janvier 2015 pour les DOM, est passé de la base 2005 à la base 2010. On avait déjà eu un débat, en fait, ici, là-dessus. Bon. Alors, ça donne quoi? Ça donne en rouge le PIB par emploi et en bleu le PIB par habitant. Il faut également avoir en tête la répartition de la population active entre actifs, inactifs, chômeurs et personnes occupées. Il y a des choses que beaucoup de gens ignorent. Alors je passe sur les actifs, inactifs, chômeurs, ça souvent les gens qui se renseignent, ils savent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre 2009 et 2014, voir la progression des salariés du secteur public que vous avez ici, selon le versant, État, collectivité, hôpital, par rapport aux salariés du secteur privé. Et puis, l'évolution du nombre des indépendants. Et là, on se rend compte que autant les salariés du secteur privé que les indépendants ont payé un tribut extrêmement lourd en termes d'effectifs à la crise, autant dans le public, la vie était belle. Je crois qu'on n'a jamais autant embauché dans le secteur public, État, collectivités, hôpitaux, que depuis 2009. Bon, je savais globalement qu'il n'y avait pas trop de problèmes d'effectifs. Mais je n'étais pas allé voir les chiffres moi-même. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit, il y a un bug. Mais il n'y a pas de bug. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de bug.
Parce qu'il s'agit tout simplement de ça. Les résultats de l'enquête Colter, collectivité territoriale, qui est réalisée chaque année par l'INSEE. C'est pas moi qui l'ai faite. Est-ce qu'on retrouve, parce qu'on voit que en fait, la progression, elle s'est faite entre 2009 et 2010. Parce qu'on voit qu'après, c'est relativement stable, mais pourtant, c'est relativement stable après. Est-ce que c'est lié à des éléments qui seraient peut-être classés différemment, qui sont des éléments de titularisation? Ou est-ce que quelqu'un soit titulaire ou non titulaire, il figure là? Parce que quand je vois l'hôpital 5009 à 8004, c'est l'ensemble des personnes qui sont payées par l'État ou par une collectivité ou par les hôpitaux. Donc ce n'est pas un problème de statut. La différence, c'est juste le versant, c'est savoir qui vous paye. Mais quand on regarde, en fait, en partant de ça, l'évolution des effectifs salariés à la Martinique, vous voyez quoi, pour le privé, on est passé de 70 000 à un peu moins de 74 000. Mais les salariés du public sont passés de 34 800 à 41 150. Est-ce que ça ne s'explique pas par la politique des emplois aidés aussi? Puisque en fait, c'est contradictoire. L'État est dans une politique. Oui. Je disais que l'État en fait promeut une politique de non-remplacement, de compression des effectifs, enfin, l'État pour les collectivités publiques, mais l'État stricto sensu. Et on voit qu'il y a effectivement une augmentation importante. Donc, est-ce que ça ne serait pas le lancement de la politique des emplois aidés à partir de 2009? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Parce que de toute façon, comment dire, les emplois aidés ont une durée. Bon, donc, pratiquer une politique d'emploi aidé à un moment, ça veut dire qu'il arrive un moment où cette politique s'arrête. c'est renouvelé. Attendez, c'est pas systématiquement renouvelé. Et puis le nombre d'emplois aidés, il n'est pas si important que ça. Hein. Il n'est pas si important que ça. Systématiquement renouvelé parce que je pense que ce contrat est systématiquement renouvelé, peut-être pas au niveau du salarié, pas renouvelé par rapport à un autre salarié. Oui, mais c'est bien ce que je vous dis. C'est bien ce que je vous dis. Je pense là, que c'est renouvelé. attendez, là, on compte le nombre de salariés. Donc, même si vous renouvelez le contrat aidé, c'est le nombre de personnes qu'on a là. Ce n'est pas le nombre de postes. Hein. C'est le nombre de personnes. D'accord donc, comme je vous disais, on peut quand même constater que si on additionne l'ensemble des salariés publics et privés, on est quand même dans une situation assez extraordinaire. On passe de 105 500 à 114 700. C'est énorme, 9 200 salariés de plus. En face, regardez le nombre des indépendants. On passe de 22 800 à 14 200. Et rappelez-vous d'une chose, nous sommes un pays où on a dit pendant très longtemps, ce qui était certainement vrai, qu'on créait une entreprise pour créer son emploi. Est-ce que, en fait, entre ça et ça, il n'y a pas eu un phénomène de vase communicant? On peut se poser la question. Mais ça, c'est les constats. Donc, quand on regarde les graphiques, ça, c'est le total des salariés du public, et vous avez par versant l'évolution. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a eu, entre 2009 et 2010, un accroissement qui était effectivement assez important, et puis après, on est globalement sur un trend. Alors, les hypothèses de projection qui ont été faites. Il y en a 5. Il y en a 5, et vous voyez que toutes ces hypothèses commencent par baisse. C'est-à-dire que comme on base le travail sur les évolutions démographiques, on n'a pas d'autre choix que d'entériner un phénomène de baisse. Alors, plus ou moins important. Plus le taux de baisse sera important, et plus l'hypothèse sera basse. Et réciproquement. Alors après, il y a le problème de méthode. Donc, comme je vous disais, là, on a fait des projections. C'est différent d'une estimation et c'est différent d'une prévision. L'estimation, vous la faites quand vous êtes sûr d'une donnée. C'est une donnée vérifiée. Vous avez un modèle, vous changez le chiffre. C'est ça l'estimation. La projection, en fait, c'est un travail purement intellectuel. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passera si telle chose se réalise? Donc, on est vraiment, je dirais, dans, pas l'imaginaire complet, parce qu'on travaille aussi sur des modèles,
Mais il est bien évident que quand on travaille sur des périodes de 6 ans, on ne va pas avoir une baisse annuelle de la démographie de moins 0,6% systématiquement chaque année. Donc on est vraiment dans la théorie. Et comparer l'estimation et la projection, ça n'a pas de sens. Ils sont trop différents. Par contre, si vous faites une prévision, là vous associez à la fois des éléments d'estimation et des éléments de projection avec un côté probabiliste. C'est-à-dire que vous attribuez une probabilité de se réaliser vos projections. Et là, vous pouvez comparer avec les deux. Je n'ai pas fait de prévision, je n'ai pas fait d'estimation, j'ai fait uniquement des projections pour vous montrer ce qui pourrait se passer. Alors, on va passer sur les tableaux de chiffres. Voilà ce que ça donnerait déjà pour la population. Nous sommes aujourd'hui à 380 000 personnes. Selon qu'on soit en hypothèse haute, enfin très haute ou hypothèse très basse, voici les populations auxquelles on risquerait d'arriver dans l'espace de 6 ans. 372 000 dans le meilleur des cas, 353 000, 354 000 dans le pire des cas. Alors vous pensez bien que quand on aboutit déjà à ça, on se demande ce qui peut advenir après de la production, donc du PIB, et partant des emplois. C'était ça la question initiale. Pour le PIB, voilà où nous sommes. Alors, les valeurs ici, ce sont les valeurs 2020. C'est des PIB en valeur, c'est-à-dire qu'en fait, on ne tient pas compte de l'inflation. C'est normal que ça augmente. Mais vous voyez bien que selon qu'on partira d'une hypothèse très haute ou qu'on partira d'une hypothèse très basse, le panorama n'est absolument pas le même. Et aujourd'hui, si on fait la moyenne de la baisse, du taux de baisse annuel de la Martinique, on est là. Et très franchement, passer de 8008 à 9002 en l'espace de 6 ans, sans tenir compte de l'inflation, autant dire que c'est une récession. L'emploi privé, dans les mêmes conditions, vous voyez, la valeur qu'on avait retenue, c'était le maximum de 2013, 73 587. Donc, on est à 74 000, donc tout le monde peut se tromper, même moi. Mais là, je suis content de m'être trompé. Mais voilà comment est-ce que les effectifs salariés pourraient évoluer. Là encore, ce n'est pas brillant. Dans le meilleur des cas, on pourrait atteindre 77 000. On ne pourrait pas les dépasser, on pourrait les atteindre. Dans le pire, on redescend à 70 000. Ce qui veut dire une population en baisse, des salariés en baisse, donc des revenus en baisse, donc des chiffres d'affaires en baisse, on fait vraiment la cata. Par contre, dans l'emploi public, il y aurait aussi une baisse. Mais elle n'est pas du tout la même ampleur. L'hypothèse que nous avons retenue, c'est que de toute façon, avec 41 150, on n'irait pas plus haut. Mais moi, je ne suis pas un politique. Et puis, les autres hypothèses parient sur la raison imposée par les finances publiques. Mais la raison a-t-elle sa place en économie? Je ne sais pas. En politique non plus. Donc, si on fait une synthèse en fait, de tout ça, on arrive à des données, aussi bien en démographie qu'en PIB et pour l'emploi, qui sont des données, alors je répète, toujours issues de projections, donc qui n'ont pas de raison particulière de se vérifier à la virgule près, qui imposent de reconsidérer de fond en comble la façon dont fonctionne notre modèle. Parce que ça, en fait, c'est une application bête et méchante à ce qui existe aujourd'hui. Donc ça laisse encore la possibilité de faire le navire dévier de sa course. Encore faut-il vraiment le vouloir. Voilà. Enfin, je vais terminer sur les focus. Alors, José, rappelle-toi, tu voulais savoir quel était le taux de croissance minimal qu'il nous faudrait en Martinique pour créer de l'emploi privé. Ben, je vais te décevoir. Ici, tu as en taux de croissance pour l'emploi
et pour le PIB, l'évolution de la situation depuis 1997. En bleu, tu as les taux de croissance du PIB. En vert, tu as les taux de croissance de l'emploi. Ce sont des taux de croissance trimestriels. Déjà, quand on voit ça, on se demande quel rapport il peut y avoir entre les deux. Et comme je suis statisticien et que je suis tordu, j'aime bien faire des calculs, je suis allé faire des tests d'hypothèse. Est-ce que les deux séries peuvent être globalement comparées? La réponse est sans appel, non. Pour ceux qui savent, on a un petit pays ici qui est absolument redoutable. L'hypothèse de relation fonctionnelle entre l'évolution du PIB et l'évolution de l'emploi privé est à rejeter. Et ça se comprend. Quand on fait quand même un modèle avec les moyennes carrées, enfin je vais vous passer les détails, voilà globalement à quoi ça devrait ressembler. Sachant que ici vous avez la croissance du PIB, là vous avez la croissance de l'emploi, on a un modèle qui devrait faire ça. Le problème, c'est que dans la réalité, ce n'est pas la courbe qu'on obtient, c'est les petits points. Donc ils se promènent partout sauf là où il faut. Et si on fait le rapport entre la prédiction du modèle et la croissance réelle de l'emploi, voilà ce que ça donne. Ça devrait être ça, et voilà ce que ça donne. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'à la Martinique, il n'y a aucun rapport entre la création d'emplois privés et l'évolution du PIB. Et c'est complètement normal quand on regarde les composantes du PIB. Qu'est-ce qui tire le PIB? Les importations et la consommation des ménages. Les ménages ont-ils besoin de travailler pour consommer? Je vous laisse le plaisir de répondre vous-même à cette question. Bon, alors ça c'est les élasticités, c'est-à-dire chaque fois qu'on a fait un calcul avec le modèle, vous voyez la différence qu'il y a par rapport à la réalité. Donc en fait, je ne me suis pas posé la question pour l'emploi public, peut-être que, mais bon. La question de l'inflation, rappelle-toi, tu voulais savoir s'il était possible de distinguer une inflation localisée d'une inflation importée. Donc, la première des choses, c'est que j'ai repris depuis 2005 les calculs d'inflation. Donc ici, on a les inflations annuelles. En 2006, par rapport à 2005, c'est plus 5,10%. Et là, en 2014, 0,75%. Et puis, j'ai, dans les éléments du calcul de l'indice des prix, j'ai séparé ce qui pouvait être essentiellement attribué à l'économie locale de ce qui pouvait être essentiellement attribué aux économies extérieures, en sachant que, bon, c'est pour eux quand même. Hein. Le résultat, c'est quoi? Ben, le résultat, c'est que pour une inflation moyenne de 0,75, l'extérieur nous amène 0,17. Et nous produisons 0,94. C'est la raison pour laquelle je te disais que je ne crois absolument pas à une possibilité de déflation à la Martinique. Même en arrêtant les importations, on serait capable de se retrouver avec un taux d'inflation encore plus élevé. Alors, il y a des explications à ça. C'est l'inflation qui alimente en quelque sorte le financement de l'emploi aussi. C'est l'inflation qui alimente aussi les finances publiques, d'une certaine façon. Mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que ces chiffres-là vont à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. Enfin, alors, oui, ça ce sont les courbes. Si on place le tout sur la même échelle, en bleu, on a l'inflation totale, en rouge, l'inflation endogène, et en vert, l'inflation exogène. Donc vous voyez que globalement, le rouge et le bleu se confondent, et le vert est passé en dessous. Alors, si on distingue un peu plus, le rouge et le vert sont là, le bleu est ici. Donc l'inflation annuelle totale, elle diminue bien plus fortement, en fait, que les deux,
Mais très clairement, entre le rouge et le vert, c'est-à-dire entre l'endogène et l'exogène, très clairement, c'est notre capacité nous-mêmes à produire cher qui tire l'inflation générale vers le haut. Dernier point que je voulais aborder avec vous, la question du changement de base du PIB. Alors, on ne va pas reprendre la discussion théorique telle que nous l'avions eue lors de la présentation en 2014 par l'INSEE de nouvelle base. Je voulais simplement vous montrer que ça a des conséquences. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut qu'on affine le modèle. Ça a des conséquences sur les résultats affichés en termes aussi bien de montant du PIB qu'en termes de croissance. Ici, vous avez le PIB en base 2005. Ici, en base 2010. En moyenne, il y a un écart de l'ordre de 159 millions d'euros. C'est en moyenne. Ça veut dire que pour les mêmes années, le changement de base augmente la valeur du PIB en moyenne de pratiquement 160 millions d'euros. Voilà. C'est considérable. Mais c'est une moyenne. La ventilation de cette augmentation n'est pas linéaire selon les années. Le résultat, c'est que ici, vous aviez les taux de croissance tels qu'ils étaient calculés sur la base 2005. Vous avez les taux de croissance tels qu'ils sont calculés sur la base de 2010. Excepté en 2013 et 2014, les chiffres sont extrêmement différents. Et on a un différentiel, en fait, qui fait que, quand on regarde ce différentiel, la nouvelle base, en fait, certes, elle augmente la valeur du PIB, mais elle diminue le taux de croissance. C'est à ça qu'on a abouti. Alors, faites très attention dans les commentaires que soit vous-même vous pourriez faire ou que vous pourriez entendre dans la presse, parce que dans la presse, je n'ai jamais entendu qui que ce soit faire allusion au changement de base. Si vous changez la méthode, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Donc, comparer des résultats obtenus avec des méthodes différentes en disant que, bon, la croissance, elle est partie vers le haut, elle est partie vers le bas, ça fait vendre. Mais attention, parce qu'on a un phénomène de résonance dans ce pays qui fait que les gens ne retiennent que les mauvaises nouvelles. Et que le PIB a augmenté de 160 millions, ils s'en foutent complètement si vous leur dites que la croissance est passée de plus 0,5 à moins 0,5. Ils ne retiendront que la croissance est passée à moins 0,5. Alors, les chefs d'entreprise qui sont au courant, bon, ils ne vont pas s'inquiéter de ça, mais comme ils disent dans la presse, le tisson son moyen, il sera encore plus convaincu que tout va mal, il n'y a que du chômage, il n'y a que de la violence, il n'y a que ceci, il n'y a que cela. Enfin bref, toutes sortes de choses auxquelles maintenant vous serez en capacité de répondre. Donc si on regarde les évolutions, là on est en millions d'euros. Donc en bleu, vous avez le PIB, en valeur 2005, vous voyez l'écart, hein, avec la valeur 2010, et puis les évolutions en fait, donc les rajouts plus ou moins importants selon les années. Si on regarde maintenant la comparaison des taux de croissance, alors là ça part dans tous les sens, et le carré ici, je vous l'ai agrandi, mais c'est là. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec le temps et l'affinement des méthodes et des modèles, on va arriver à des choses qui seront cohérentes. Mais pour l'instant, on a un différentiel en termes de taux qui augmente, alors qu'en termes de valeur, il a tendance à se tasser. Voilà. Ça, sur le PIB, c'est juste pour que vous fassiez attention. Je pense qu'il y en a peut-être encore une bonne année où il faudra faire très attention aux commentaires tels qu'ils seront faits, parce que la plupart des commentateurs, ils ignorent complètement le changement de base. Et dans un rapport, dans une discussion, dans une négociation, ça peut avoir une sacrée différence. Voilà, je crois que j'ai fini. La parole est à vous. Je reviens sur la consommation du ménage et le versus l'épargne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'épargne des ménages? Merci. J'ai fait un long développement sur l'épargne des ménages
la dernière fois, ça vous aurait plu, parce que là, on a regardé les parts des ménages, on a regardé l'évolution des comptes bancaires, on a tout regardé, enfin, on est vraiment rentré dans le détail pour se rendre compte que la Martinique, c'est un vrai gouffre-fort. Il y en a tellement que les portes ne se ferment plus. Donc, ça indique deux choses. Ça indique d'une part une certaine réticence des Martiniquais à investir dans le système productif local. Et ça indique également, je dirais, c'est aussi un des éléments qui freine la chute, je dirais, du PIB. Vous voyez bien que quand vous avez une population qui diminue au rythme où on l'a fait, et un PIB qui reste approximativement constant grâce à la consommation des ménages, même si elle diminue un peu, c'est que les gens, ils ont de l'argent pour consommer. Bon, c'est vrai, il y a plus de gens qui travaillent, donc il y a plus de revenus qui sont distribués, pas de problème. Mais cet argent va où? Les gens, ils consomment, puis il arrive un moment où on est à un stade de saturation de la consommation. Bon, quand vous passez, je ne sais pas moi, de la Fiat 500 à l'Audi A3 d'abord, et puis je ne sais plus, moi j'ai vu une Lotus Elise ici il n'y a pas très longtemps, bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus? Pas les Ferrari quand même, avec les routes qu'on a. Donc finalement, vous mettez un peu de sous de côté. Voilà, c'est caricatural, mais tout le monde comprend. Et ce qui pose problème, c'est que, mais ça c'est quelque chose que j'ai dit déjà, j'ai jamais été écouté, enfin pas ici, hein. Il n'existe pas de structure permettant de mettre en relation directement les besoins de financement des entreprises locales et l'épargne locale. Bon, il y a toutes sortes de produits financiers qui existent, ok, mais la rencontre directe avec le chef d'entreprise. Imaginez des speed dating, par exemple, avec des chefs d'entreprise qui aient des projets à présenter. On commence tout juste, mais sur des trucs tellement gros que ça ne peut pas intéresser les gens de tous les jours. Mais je suis persuadé que de ce point de vue-là, on a des gros manques ici. Autre question? Quand on regarde l'évolution par strate d'âge, ouais, on se rend compte que c'est fondamentalement les jeunes qui baissent et on retrouve ça chez les personnes plus âgées. En fait, c'est un glissement, mais on va le retrouver là. Est-ce que ça ne va pas, pendant un certain temps, camoufler un certain nombre de choses? Parce que le pouvoir, on va dire, d'achat du jeune par rapport au pouvoir quand il passe à 25, 30 ans, etc., va augmenter. Et donc, risque de tasser pour le moment les écarts, jusqu'au jour où, par contre, on risque d'avoir un décrochage brutal. C'est exactement, en fait, ce qui a commencé. Alors, globalement, il y a... Bon, généralement, on prend des tranches d'âge quinquennales ou décennales, mais pour ce qui nous concerne, je crois qu'il faut distinguer ceux qui ont moins de 25 ans de ceux qui ont entre 25 et 60, 64, et puis les 65 ans au-dessus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les 25 ans, ils disparaissent. C'est comme les éléphants. On a chassé l'ivoire, les éléphants, il y en a de moins en moins. Les jeunes de moins de 25 ans, ils n'ont pas d'ivoire, mais ils disparaissent quand même. À tel point, et tu as ma note sous les yeux, à tel point qu'on se pose de vraies questions sur le devenir des formations post-baccalauréat en Martinique. Et c'est pas lié qu'à la crise de l'université, croyez-moi. Ces jeunes diminuent, mais on se rend compte qu'on a progressivement une augmentation de la part de la classe intermédiaire des 25-64 ans, et on a une diminution qui est plus faible, mais sachant que les jeunes diminuent, la part de cette population-là augmente, des plus de 65 ans. On se rend compte aujourd'hui que cette population de plus de 65 ans, qui est la population des retraités, qui en France passe pour être une population en or massif, qui a un pouvoir d'achat et tout, ce n'est pas du tout le cas en Martinique. Ce n'est absolument pas le cas. Nous avons un indice qui est de plus en plus frappant sur les difficultés de vie de ces personnes.
je ne les ai jamais présentés en conférence de conjoncture, mais en même temps que l'emploi salarié normal, entre guillemets, nous suivons la situation des employeurs individuels. Et depuis plusieurs années, aussi bien le nombre de personnes, le nombre d'employeurs individuels, le nombre de personnes employées, les temps de travail et les revenus diminuent à une vitesse vertigineuse. Alors que nous sommes dans un pays qui vieillit, alors qu'on nous dit qu'il y a de plus en plus de besoins, en fait, dans les services à la personne. Ben, c'est tout simplement que, même si on arrive encore à masquer la situation dans l'ensemble, on a deux pôles de la population qui, aujourd'hui, posent vraiment problème. Les plus jeunes, parce qu'il y en a moins, et les plus âgés, parce qu'ils ont de moins en moins les moyens d'être autonomes, dans un contexte où, à part les discours, rien n'est fait pour réduire cette autonomie, pour leur redonner une part de cette autonomie. Donc, ce que je dis, c'est exactement ça. Autre question? Vous êtes bien sage ce soir. Oui. J'ai simplement envie de savoir, est-ce que tu as pu déterminer dans quel secteur on emploie le plus? Oui. J'ai pas les diapos là, mais en même temps que nous avons fait ce travail de prospective à long terme, il y a un certain nombre de diapos que nous avons fait où on voit l'évolution de la population par tranche d'âge et l'évolution des effectifs par secteur. Alors, il y a des secteurs qui se cassent la figure, je ne vais pas les nommer ici, on les connaît, hein, c'est toujours les mêmes malheureusement. Et les secteurs porteurs, il y en a deux. C'est l'intérim et les services en général, non spécialisés. Voilà. Le commerce se maintient, mais vraiment, les deux secteurs qui sont les plus porteurs, c'est les services non spécialisés, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle autres services, donc c'est pas l'hôtellerie, c'est pas tout ça, et puis l'intérim. Sur les chiffres concernant les indépendants, on constate qu'il baisse. Alors, il se dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient auto-entrepreneurs. Forcément, on considère qu'ils étaient indépendants. Certes, enfin, un certain nombre, je ne sais pas combien, se sont radiés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment d'activité, étaient, je ne sais pas, poursuivis par le RSI, etc. Si vous n'avez pas d'activité, que vous recevez des appels à cotisation, c'est tout. Les entrepreneurs ne sont pas ici. C'est pas non, mais enfin, bon, ils ont des cotisations. Enfin, oui, ils ont des choses à payer. Quand même des cotisations à payer. Ils ont au moins la cotisation foncière des entreprises. Ça leur fait pas plaisir. Voilà, donc il se dit que certains se sont radiés, ils se sont mis dans des positions de salariés. Est-ce que ça, on retrouve ça dans vos statistiques? Est-ce que c'est une explication? C'est une des explications. C'est une des explications. Le problème que nous avons, c'est que nous travaillons en fait avec des bases de données qui sont, elles sont hyper intéressantes, mais dans certains cas, il n'y a pas suffisamment de données localisées pour nous permettre de sortir une étude sur la Martinique. Par contre, nous avons une étude générale sur la situation des auto-entrepreneurs depuis 2000. Et il y a effectivement des choses qui sont assez spectaculaires, aussi bien en ce qui concerne l'évolution de leurs effectifs que leurs conditions de vie, les rémunérations et tout ça. Je vais peut-être vous faire passer tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de chiffres, je dirais, qui soient... on en trouve quelques-uns, mais il n'y a pas de quoi faire une étude complète. On a beaucoup plus de mal à obtenir des chiffres localement, parce que nous, on s'adresse en fait aux gens qui produisent des chiffres. On a beaucoup plus de mal à les obtenir que de passer un coup de fil à un collègue au ministère, tel ou tel autre ministère, et puis d'acheter les bases de données. Oui. Alors, moi j'ai deux questions. Donc deux micros. Alors la première, c'est au niveau mondial. On a parlé au début de l'énergie et de l'augmentation de l'offre, mais qui n'est pas suivie par une baisse des prix. Je voulais savoir, est-ce que c'est dû au fait que la demande des pays émergents augmente pour l'énergie, donc c'est pour ça que finalement les prix se maintiennent à la hausse,
ou est-ce que c'est juste quelque chose d'artificiel dû à la spéculation sur le prix du pétrole? Il y a les deux, plus une troisième, qui est la situation des Russes. Monsieur Poutine est en position très délicate vis-à-vis de beaucoup de ses collègues. Et il contribue assez largement à une augmentation en fait, des prix d'énergie, pétrole ou gaz, en restreignant certaines de ses livraisons. Donc ça, c'est un phénomène. L'autre phénomène, c'est que les pays du Golfe ont décidé de produire un maximum, mais d'augmenter leur prix quand même. C'est la première fois que ça arrive. D'habitude, c'est eux qui servent de régulateurs. Là, ils ont essayé de produire de façon à ce qu'il n'y ait pas de pénurie, mais à des tarifs de plus en plus élevés. Le troisième élément, c'est que les pays développés, sans le dire de cette façon-là, ont décidé de tordre le cou à la Chine. Parce que le plus gros consommateur en matière d'énergie aujourd'hui et de matières premières à caractère énergétique, c'est la Chine. Et comme la Chine se montre pas très coopérative au niveau de certaines négociations, ils font comme dans les cours d'école. Hein. Voilà. Avec des conséquences pour les consommateurs que nous sommes. Est-ce que j'ai répondu? Il y avait une deuxième? Oui. Donc, la deuxième question, c'est pour revenir à ce que vous disiez sur le vieillissement de la population en Martinique. Mais du coup, vous nuanciez le fait que en fait, cette population-là, finalement, chez nous, n'a pas le pouvoir d'achat qu'on voit dans les pays européens. Est-ce que ça veut dire que la perspective de développer une économie des personnes âgées qu'on appelle silver economy n'est peut-être pas une si bonne idée que ça pour la Martinique? C'est pas aussi simple que ça. La silver economy, c'est un ensemble. Bon, c'est pas seulement une affaire de moyens financiers, c'est aussi un savoir-vivre en commun. Or, quand on parle de silver economy, généralement, on parle de moyens. Vous savez, quand vous parlez à des responsables, quels qu'ils soient, que ce soit de développement sportif, que ce soit d'éducation, que ce soit du secteur social, ils ne vont pas vous parler de leurs résultats, ils vont vous dire on a mis tant de millions sur la table. C'est bien ça le problème. Or, quand on parle de silver economy, les gens qui en parlent en termes de millions. Qu'est-ce que ça coûte? Mais surtout, qu'est-ce que ça va rapporter? Mais pour que ça rapporte, il faut que les conditions de développement d'une silver economy soient en place. Et les conditions, c'est d'abord un lien social. Aujourd'hui, c'est peut-être très dur ce que je vais dire, mais quel que soit le territoire sur lequel on se penche à la Martinique, les moyens de développement de la silver economy, donc ce lien social, ne sont pas mis en place. Pas tourner autour du pot, ils ne sont pas mis en place. Je discutais il y a, ça fait bien un an et demi, avec un maire de la Martinique qui me présentait un projet tout à fait extraordinaire de développement de quartiers pour les personnes âgées. Et ce qu'il y avait de fabuleux, c'est qu'il avait effectivement montré un plan avec des implantations d'un certain nombre de structures, la poste là, les services là. Et je lui ai juste posé une question. Les personnes âgées, comment elles vont d'un point à l'autre? La discussion s'est arrêtée là. Parce que la silver economy, c'est quelque chose qui se pense. Ça ne se met pas en place comme ça. Ça se pense, ça se vit, ça s'expérimente, on se casse la figure, on fait autre chose. C'est ça la silver economy. Et quand le vivre ensemble est suffisamment élaboré, à partir de ce moment-là, on peut espérer des gains de la silver economy, mais pas avant. Et aujourd'hui, très clairement, les gens qui parlent de silver economy, vous parlez essentiellement de développement des services à la personne. Et ils vous en parlent en termes d'entreprise, donc de rentabilité. Et s'il y a bien un secteur qui n'est pas rentable aujourd'hui, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que les personnes à qui vous adressez, ils n'ont pas les moyens. Ce sont souvent des gens, vous savez, le trajet est simple. On commence par embaucher quelqu'un. Tout le monde a connu ce qu'on appelle les bonnes ici. Hein, ça remonte à loin, mais c'était comme ça. Et puis elles ont fini, malheureusement, ces braves dames, par avoir des droits, elles aussi. Donc on a évacué les bonnes.
Et on s'est tourné vers les collectivités. Alors, pour avoir l'APA, pour avoir ceci, pour avoir cela. Mais pour financer quoi? Pour financer de vrais professionnels, soit indépendants, soit salariés d'entreprise. Mais la réalité, c'est que dans beaucoup de cas, on demande à ces personnes des prestations dont le montant réel dépasse la rémunération qu'on est prêt à leur offrir. Il y a un souci. Donc, je ne suis pas pessimiste en soi sur le développement de la silver economy en Martinique, mais il y a tellement à faire avant de pouvoir envisager un développement serein de cette silver economy. Tenez, par exemple, les personnes âgées sont souvent des personnes qui arrivent, enfin, elles ont des handicaps avec le temps. Dans combien de services publics à la Martinique y a-t-il des accès pour handicapés? C'est bizarre, personne n'a répondu. Soit il n'y en a pas, il y en a bien quelques-uns, je sais, mais bon, ben voilà. On n'a même pas besoin d'aller aussi loin que dans une collectivité. Oui, mais dans ce cas-là, on ne peut pas parler de silver economy, ne serait-ce que ça. Développer la silver economy, c'est organiser notre société pour le mieux vivre de toutes les composantes de la société. C'est ça la silver economy. On en est très loin. Autre question? Oui. José, il se regarde le palais. Sur la silver economy, est-ce que justement le fait que le territoire soit complètement déséquilibré, en fait on a un pays où en fait on a le centre qui concentre l'essentiel de l'activité, le sud un peu, et puis on va dire le nord, c'est le grand désert. Est-ce que justement le fait qu'on ait un territoire complètement déséquilibré n'empêche pas le développement de cette silver economy en termes de lien social, ce dont vous parliez? Et si la chance de ces territoires, c'était justement la mise en place d'une silver economy? Parce que, n'oublions pas en fait, hein, le temps passe très vite et on oublie d'où on vient. N'oublions pas qu'on vient d'une société de plantation, société d'habitation. Le Nord s'est dépeuplé, pourquoi? Parce que les travailleurs agricoles ont suivi les habitations, tout simplement. Et puis qu'ensuite, ils ont trouvé à se loger, à loger leur famille, à travailler au centre, et notamment à Fort-de-France. C'est ça le problème. Et puis le mouvement, il a suivi pour toutes sortes de raisons. On peut rééquilibrer, à condition vraiment de le vouloir, hein, on peut rééquilibrer, en fait, les territoires. Mais ça demande des politiques qui soient des politiques volontaristes. Et quand je dis des politiques volontaristes, il ne faut pas seulement qu'elles soient volontaristes sur le papier. Enfin, franchement, j'ai travaillé, j'ai fait des statistiques, hein, je n'ai pas fait de piqûre, rassurez-vous, dans le domaine de la santé pendant un certain temps. Il y a quelque chose qui m'a toujours bluffé. Pendant longtemps, 3 communes de Martinique n'ont pas eu un médecin, pas une infirmière, pas un dentiste. Il y a eu des plans, il y a eu des réunions, il y a eu toutes sortes de choses. On a même créé, je crois, des maisons de santé pour qu'ils aillent s'implanter. Mais honnêtement, qu'est-ce qui empêche à un professionnel de santé d'aller s'implanter dans ces territoires? Des motifs économiques. Donc si on estime que pour le développement du territoire, il est important d'avoir une couverture qui soit médico-sociale correcte, pourquoi ne pas mettre la main à la poche pour la bonne cause? Ça n'a jamais été fait. Ben, imaginez que ça participe aussi de la silver economy. Comment vous voulez développer une silver economy que les personnes âgées qui sont à Grand-Rivière ou à Basse-Pointe, Basse-Pointe c'est pas vraiment un problème, mais puissent vivre bien, c'est-à-dire l'esprit tranquille, si elles ne sont pas en capacité, parce que ça n'existe pas, de trouver les services de base dont elles ont besoin. Enfin, vous savez, tout se paye dans la vie. Et les gens qui discutent, qui parlent, qui font des réunions, ils ont les moyens de faire payer. Donc, c'est ça le fond du problème. A-t-on vraiment envie de ce dont on parle?
Alors, avant vous, il y avait... Oui, bonsoir. J'ai pas entendu la première partie parce que je réglais des problèmes au téléphone. J'ai quand même une question, peut-être que vous l'avez abordée. D'abord, je partage totalement vos analyses sur la partie économique, vieillissement de la population. C'est ma préoccupation par rapport à ce que je vois ici et là, ou ce que j'écoute, sur... on considère que l'Afrique aujourd'hui, peut-être que vous en avez parlé, ça va devenir un nouvel Eldorado. Donc, je voulais avoir votre position dessus. Et puis, est-ce qu'il peut y avoir des débouchés pour nos entreprises martiniquaises? Ah là là. Alors, je vais commencer par le plus facile, le plus taquin aussi. Oui, alors, vous dire aussi par rapport à la Chine, c'est normal, parce que vous savez que la Chine aujourd'hui, premier pays, détrôné les États-Unis, et ils se reconcentrent sur le domaine intérieur. Oui, oui, je sais. Voilà. Je vais commencer par le plus facile, le plus taquin, le développement de nos entreprises en Afrique. Moi, j'aimerais qu'elles commencent par se développer déjà tout près. Tout près. Bon, ce serait déjà une sacrée performance plutôt que d'aller en Afrique. Est-ce que l'Afrique, ça peut être un nouvel Eldorado? Il faut être très clair. Il y a deux catégories de pays en Afrique où on a des taux de croissance du PIB qui sont hors de la normale africaine. Ce sont les pays lusophones, c'est-à-dire les anciennes colonies portugaises, premier point. Et le deuxième point, vous parliez de la Chine, ce sont les pays que la Chine a rachetés. Alors quand je dis que la Chine a racheté, les Chinois, ils arrivent dans un pays, généralement où ça ne se passe pas très bien, ils rachètent tout ce qu'ils peuvent. Les terres, les entreprises, les gens aussi, mais bon. Ils comprennent très vite comment les choses se passent, donc ils payent un peu plus cher. Ils développent un peu plus les entreprises et les terres, et ils envoient tout chez eux. Absolument tout. Il y a des pays africains qui sont redevenus de véritables greniers de leur capacité de produire des produits alimentaires. Et ce sont aussi des pays où le niveau, je dirais, de l'alimentation est absolument affolant. Pourquoi? Parce que les Chinois étant propriétaires des terres et de la production, tout part en Chine. Concernant les pays lusophones, alors c'est vrai que ces pays-là, ils ont connu des guerres d'indépendance. Ce n'était pas les entreprises cubaines, c'était l'armée cubaine en a aidé beaucoup. Ils sont repartis à toute vitesse aussi après. Et ce sont des pays qui sont des pays qui ont en fait des matières premières dont le coût était trop élevé pour être développé dans les conditions habituelles, je dirais, au moindre coût justement, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, et qui aujourd'hui retrouvent une certaine importance. Retrouvent d'autant plus d'importance, j'ai dit que ce sont des pays lusophones, que la crise est tellement forte au Portugal que les Portugais s'en vont s'installer dans ces pays. Et donc, ils donnent un dynamisme économique à ces pays. Alors, c'est vrai qu'il y a une croissance dans ces pays. Combien de temps ça va durer? À quoi ça va aboutir? Parce que, bon, les Africains, il arrivera un moment où ils en auront marre de voir que les gâteaux, c'est toujours pour les autres. Je ne sais pas. Est-ce que nos entreprises ont intérêt à y aller? Bon, vous savez, il faut faire comme les rats de laboratoire. Vous en trouvez un, vous l'envoyez. S'il ne meurt pas, on suit. Voilà. Autre question? Oui. Alors, moi, je voudrais poser une... J'ai envie de réagir déjà par rapport à l'Afrique. Et puis, je voudrais poser une question qui concerne le commerce extérieur et l'évolution que vous nous avez montrée. Je reviens sur l'Afrique pour dire que l'Afrique est un continent. Donc, fondamentalement, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. On le voit tous les jours au niveau géopolitique notamment. Donc, je pense effectivement qu'il y a plusieurs types de situations économiques et plusieurs types de développement en Afrique. Qui plus est, la notion d'Eldorado, je suis toujours gênée quand je nous entends parler d'Eldorado, parce que je trouve que ça ne nous ressemble pas. L'Eldorado appartient souvent à des conquérants, à des gens qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas subi
les pillages, qui n'ont pas subi les exploitations comme nous. Donc, que nous partions comme des conquistadors avec des visions d'Eldorado, ça me gêne un peu. Par contre, qu'on parle davantage peut-être de développement économique, de coopération économique, de développement, de collaboration, etc., de développement solidaire, je trouve que ça nous ressemblerait davantage. Effectivement, je pense que l'Afrique est un Eldorado pour bon nombre de pays qui veulent s'enrichir, comme la Chine dont vous avez parlé, comme d'autres pays qui rachètent des terres en Afrique pour les exploiter, alors qu'effectivement les Africains, eux, ne sont pas encore parvenus à l'autosuffisance alimentaire. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes. Trouver un pays actuellement en Afrique qui serait un Eldorado pour lui-même, c'est-à-dire qui aurait non seulement les moyens de son développement économique, mais le moyen de son développement pour sa propre population, je ne crois pas qu'on puisse en citer beaucoup. Et même l'Angola auquel vous faisiez allusion, là, se développe avec des écarts de richesse extrêmement importants. Donc pour moi, l'Afrique, nouvelle Eldorado, l'Afrique toujours aussi problématique, avec des développements complètement déséquilibrés. Eldorado pour ceux qui continuent à la piller certainement, mais bon, j'aurais souhaité qu'on ait une certaine pudeur à ce niveau. Je reviens sur les chiffres du commerce extérieur. Bon, moi, je voudrais savoir, compte tenu de l'évolution que vous nous avez montrée de 2013 à 2014 et de 2014 à... Enfin, 2012-2013, 2013-2014, où on a quand même des chiffres élevés, tant pour ce qui concerne, en fait, des niveaux élevés pour ce qui concerne les importations et les exportations. Et puis, l'amorce de 2015 me semble particulièrement timide. Alors, même si elle ne représente qu'un trimestre, je m'inquiète quand même du rattrapage qu'il faudra au cours des trimestres prochains, de façon à retrouver un chiffre, alors sinon similaire, mais à peu près comparable, en tout cas dans une échelle qui aille de 1,5 à ne serait-ce que 30 en moyenne. On était à 65, à 49, enfin bon, ce sont des chiffres quand même très élevés. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait, enfin un élément qui pourrait expliquer ce déséquilibre ou une variable? Alors, il y a déjà, enfin, au niveau des volumes, on n'est qu'au premier trimestre 2015, d'accord? Donc, si on veut comparer sur des périodes de 12 mois, comme ça a été le cas pour 2012, 2013 et 2014, les 12 mois, on est obligé de prendre les 3 derniers trimestres de 2014, ajouter 2015. Donc, forcément, la comparaison est différente d'avec les années d'avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on est, comme vous l'avez vu, sur des croissances exponentielles. Mais le symbole de la croissance exponentielle, c'est le nénuphar. Quand un nénuphar est dans une piscine et qu'il atteint les bords de la piscine, il ne pousse plus. Donc il arrivera forcément un moment où, en supposant que les efforts qui ont été réalisés soient maintenus et que les entreprises qui exportent aujourd'hui arrivent à maintenir leur marché, parce que, bon, vous exportez dans un pays, il ne reste pas les bras croisés, hein. Vous avez la concurrence qui voit que vous avez pénétré dans un territoire, elle y va aussi. Donc ça devient chaque fois de plus en plus difficile. Donc en supposant que les performances restent de même niveau, forcément il arrivera un moment où on va atteindre une asymptote. Il faudra aller chercher de nouveaux territoires, proposer de nouveaux produits, trouver dans les pays une nouvelle clientèle. Donc ça n'a rien de surprenant. Et puis c'est vrai, nous sommes au premier trimestre. Le commerce extérieur est très, est très particulier dans sa répartition dans l'année. Il y a des périodes où on exporte davantage que... Voilà. Autre question, José? Que pensent tes partenaires sur le modèle économique atypique que nous avons? Ensuite, est-ce que les perspectives que tu nous as présentées, ça fait partie d'une commande publique? Et enfin, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à des alternatives face à cette situation démographique d'abord, et puis en relation avec la situation d'évolution du PIB? J'ai beaucoup aimé la comparaison que tu as faite avec le Japon. C'est vrai en matière de PIB, en matière de croissance démographique. Enfin, il y a d'autres domaines encore où ils sont à peu près comme nous, où nous sommes comme eux. En particulier, une large partie de leur terre est contaminée par le nucléaire.
ils sont soumis à des risques naturels majeurs. C'est vrai, c'est un pays aussi producteur de canne à sucre. Je ne sais pas si tout le monde le sait, que c'est un pays qui produit de la canne à sucre, alors que c'est un pays tropical. C'est un pays qui a aussi une partie tropicale. Donc, nous avons des éléments de comparaison. J'aimerais bon savoir, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à des alternatives sur cela? Et donc, est-ce que la perspective que tu nous as présentée est une commande publique? Alors, tu as posé plusieurs questions, donc tu vas les reposer au fur et à mesure. Je te réponds déjà sur la question de la commande publique. Intrinsèquement, oui. Je te rappelle que l'IMCEP, c'est une association, loi de 1901, qui est liée par un partenariat. Ce n'est pas un satellite, ce n'est pas une filiale, ce n'est pas un service de la région. Nous sommes liés par un partenariat avec la région pour une durée de 3 ans. Donc ça arrive à échéance au 31 décembre. Et l'objet de ce partenariat, c'est de fournir à la fois des analyses conjoncturelles et des analyses prospectives. Avec, ça c'est une énorme chance que nous avons, une liberté totale de notre champ d'investigation. D'accord? Donc pour tout ce qui concerne la démographie, oui, ça répond en fait aussi bien à la demande publique et il y a au moins 2 vice-présidents de la région qui oui, 2 vice-présidents, je ne parle même pas du président lui-même, qui travaillent en direct sur ces questions de démographie. Et je peux te dire, pour parler du président, que c'est une question qui le taraude véritablement, surtout pour ce qui concerne l'avenir des jeunes. Je suppose que tu as reçu la dernière lettre de l'IMCEP, celle que j'ai fait partir ce matin. C'est la transcription à la virgule près d'une note que je lui ai remise le 10 matin. C'est un vrai problème pour lui. Ok? Tes autres questions? Est-ce que ça veut dire que les politiques publiques qui sont mises en place en ce moment, qui ne marchent pas, vont être reconsidérées assez complètement? Alors, les politiques publiques ne marchent pas. On ne peut pas dire comme ça que les politiques publiques ne marchent pas. Je te rappelle, attends. Une politique publique, c'est un objectif et des moyens. Bon. Et c'est surtout une durée. Donc, tu as des politiques publiques qui ont été mises en place, qui ont produit des résultats. On les accepte pas, peu importe. Qui ont produit des résultats. Tu en as qui sont en cours et tu en as qui sont simplement encore en cours d'élaboration. Donc, bon, je ne peux pas te répondre sur les politiques publiques qui ne marchent pas. Moi, j'en connais qui marchent. Tu parles des politiques publiques régionales? Régionales, oui. Non, moi, quand je parle des politiques publiques qui sont en Martinique. Oui, mais... Attends. C'est la France qui est responsable. Oui, mais il y a... Qui est responsable des politiques économiques. Je ne veux pas être méchant et tirer une fois de plus sur le service de l'État. Mais quelle politique publique de l'État est en place en Martinique? L'éducation, les sports, toutes les politiques publiques sont en place ici. Ah, je comprends que tu dises qu'elles ne marchent pas. Non, mais c'est pas avec... non, José, il y a une question. Tiens, je me souviens de cette question. Tu parlais de mes partenaires, ce qu'ils pensaient du modèle. Oui. Bon, ils y comprennent rien. Ils n'y comprennent strictement rien. Quand je montre aux gens le COREX et code, c'est des pointures, hein, je te jure que... En général, ils m'attendent avec un grand sourire, on s'entend super bien, et ils ont vraiment l'impression d'être ailleurs quand je leur montre cette demande. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais il n'y a pas de modèle. Non, mais justement, nous avons un modèle qui est tellement particulier, mais même pour moi, c'est incompréhensible que ça fonctionne. Je vous dis franchement, quand j'ai vu les chiffres du nombre de salariés au premier trimestre, je me suis dit 74 086, mais c'est pas possible. Ils se sont gourés à la cause. Ils se sont trompés. Ils ont saisi 2 fois les mêmes questionnaires. C'est pas possible. Eh bien si. Et en toute logique, ça n'aurait jamais dû être le cas. Jamais. On aurait dû perdre peut-être 1000 salariés l'année dernière. On en a gagné 1200. Là, pour la rentrée, enfin le premier trimestre, je me suis dit, c'est pas possible. Tu as bien vu les projections. Même dans mes rêves les plus fous, j'avais plafonné le nombre de salariés du privé. On est passé au-dessus. Alors même, imagine que moi, dont c'est le métier, dont c'est la fonction, je me penche tous les matins que Dieu fait sur le modèle économique pour essayer de comprendre comment il marche. Je te garantis que Denis Ferrand, le directeur général de COEX et Code, quand il discute avec moi, il n'y pige rien.
Mais rien du tout. On est des extraterrestres. Et c'est bien ça le problème. On est tellement extraterrestres que personne à 6 mois ne peut dire ce qui va se passer. Mais du coup, je me fais à l'avocat du diable. Et ça vaut le coup, du coup, de faire des prospectives des projections à 5-6 ans si, alors, je vais vous dire. L'emblème de la prospective, je reviens à ta question tout à l'heure, l'emblème de la prospective, c'est la démographie. Vous savez depuis quand datent les travaux, enfin ça fait très longtemps qu'on fait des travaux de prospective en matière démographique. Alors, les gens qui me connaissent le savent, ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas, j'ai été 2 fois directeur d'INSEE. Donc, les prospectives démographiques, je connais. Bon. Et la première personne, nous étions 2, en fait. Il y avait René Hardy-Dessources et moi. Nous sommes les premiers, il y a, on est quoi, en 2015, il y a 19 ans, à avoir dit, attention, on va dans le mur. Parce que la démographie, c'est quelque chose qui est très facile à prévoir. On va dans le mur. Il y a un problème démographique à la Martinique, on va vers un retournement de tendance et la pente après sera vertigineuse. Nous avons rencontré beaucoup de gens qui sont encore aujourd'hui aux responsabilités dans certaines collectivités. Et quand on leur a expliqué ça, ils nous ont dit gentiment, non, avant de nous dire qu'on était fous, ils ne nous ont pas dit exactement. Ils ont dit, oui, mais de toute façon, vous, on a l'habitude avec vos prévisions, vous vous trompez tout le temps. Bon. Ce qui a été vrai. Non, mais c'est l'objectif d'une prévision, c'est de se tromper. C'est pour ça que j'en fais pas, moi, et que je ne me trompe pas. Et puis après, quand, en France métropolitaine, la question des personnes âgées a commencé à se poser, on a fait des plans pour les vieux dans les conseils généraux. Et on nous a demandé notre avis. Et quand on a redit, 10 ans étaient passés, hein, quand on a redonné notre avis, on nous a dit, ouais, mais bon, c'est vrai, vous avez vos chiffres, mais nous caïnitant, ouais. Nous caïnitant, ouais. Ok? Ça, c'était pour le vieillissement. Mais quand après, alors là, j'étais tout seul. Moi seul, j'ai commencé à dire, attention, la population de la Martinique commence à diminuer. Et je peux vous dire très exactement, j'ai dit ça au mois d'octobre 2008. Avant tout le monde. On m'a pris pour un dingue. On m'a pris pour un dingue. Eh bien, regardez ce que le dingue vous montre aujourd'hui. Et le problème, c'est pas d'être dingue. Je sais qu'au moins, je ne suis pas tout seul. On est tellement nombreux dans ce pays à être dingue de quelque chose. Le problème, c'est que c'est comme la désinflation. Quand vous mettez le doigt dans cette spirale-là, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Et je prends souvent un exemple, qui là encore est un exemple extrême, mais c'est un exemple vécu. Parce que la Martinique, ce n'est pas la seule île du monde, ce n'est pas la seule île à avoir ce problème. Il y en a qui ont eu avant. Prenez les îles grecques. Vous savez, les belles îles grecques, Mykonos, etc., etc. Il y en a qui sont moins connues que Mykonos, et qui sont belles quand même. La dernière fois que je suis allé en Grèce, ça doit faire 3 ans, 4 ans à peu près. Enfin, mon épouse est là, donc elle se souvient mieux des dates que moi. On a visité des îles magnifiques, dans lesquelles la population que nous avons pu rencontrer, c'était 30 vaches et 2 mémés de 90 ans. Il ne restait plus rien. Et les mémés restaient dans l'île, elles n'émigraient pas parce qu'il fallait s'occuper des vaches. Enfin, ce n'était même pas des vaches, non, c'était des moutons. Des moutons, en plus. Oui. Donc, on est vraiment dans une situation qui est terrifiante. Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, sauf conflit mondial, jamais un territoire n'a pu se sortir de cette situation-là. Et c'est ça que nos décideurs ne veulent pas comprendre. C'est pas intéressant de comprendre, puisque si ça, on ne peut pas s'en sortir. Attends, il y a... Non mais... Il y a des possibilités, mais rappelle-toi, lors d'une des premières, je crois que c'est la première ou la deuxième, ou la troisième conférence de conjoncture,
avec mon côté provoque, on m'avait demandé aussi quelle solution il y a, et j'avais donné une solution possible. C'était quoi? Attendez, faites venir des Haïtiens. Les Haïtiens, ils ne savent pas où aller. Faites venir des Haïtiens. Mais, pourquoi des Haïtiens? non, mais je dis des Haïtiens, comme je vous dirais, des Saint-Luciens. Pourquoi des Haïtiens? Parce que les Martiniquais n'aiment pas les Haïtiens. Comme ça frappe les esprits. Tout de suite. Ça frappe les esprits. Mais regardez ce qui est en train de se passer en Europe. Regardez ce qui se passe à la frontière franco-italienne. Je vous jure qu'on n'est pas si loin que ça de cette situation comme ça ici. La Martinique a adhéré à l'OSS au début de l'année. Il n'était venu à l'idée de personne de comparer les pays de l'OSS. Donc, dans le cadre de ma mission, j'ai proposé au Conseil régional de faire une étude comparative de la situation économique et sociale des pays de l'OSS et de la Martinique. Vous savez quels ont été les plus gros consommateurs de ce document-là? Les chefs d'État des pays de l'OSS. Pourquoi? Ils ont vu que sur l'ensemble du PIB OSS, le PIB martiniquais représentait 60% de l'ensemble du PIB OSS. Et la population martiniquaise, 30%. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils se disent? Sortez vos carnets de chèques. C'est ça le fond du problème. Donc si nous n'arrivons pas à enrayer, pour toutes sortes de raisons, avec ou sans les Haïtiens, je vous rassure, on peut prendre des Polonais, j'ai rien contre. Quelle que soit la façon dont il faut s'y prendre pour arrêter cette hémorragie démographique, quelle que soit la façon, tout le monde peut y gagner. Commencer par les entreprises. À quoi ça sert de développer des entreprises si elles n'ont personne à qui vendre leur production? C'est une préoccupation des chefs d'entreprise, le fait que leur chiffre d'affaires risque de diminuer à cause... Bah, tu en as deux à côté de toi. Pose-leur la question. Bah, non, mais c'est plus que la préoccupation, c'est une question de survie. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple tout simple. Pendant longtemps, j'ai vendu du matériel pour les établissements scolaires. On a perdu 20 000 élèves. Donc 20 000 personnes qui ne cassent plus des béchères, qui ne cassent plus des palettes. Point, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Et conclusion, c'est un chiffre d'affaires qui a baissé de 40%. Point. Attendez, il vient de dire ne casse plus. Donc ne sortez pas d'ici en disant que les chefs d'entreprise font la promotion de la violence à l'école. Hein. C'est pas ça. Hein. Voilà. Parce qu'ils sont plus là pour les élèves. Bonsoir à tous. Cette discussion me fait penser à quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle Michel Louis, qui est décédé, hélas. Il était, pour le rappeler, professeur, et c'était quelqu'un qui s'était penché à l'époque sur le modèle économique. Il disait, nous sommes dans notre rôle, c'est-à-dire dans notre rôle de consommateur. Le problème aujourd'hui, c'est pas que la population baisse pour certains chefs d'entreprise, c'est qu'eux, ils aient la totalité du marché, de ce qui reste. La difficulté, en fait, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, avec ce système-là, c'est le tissu social qui est en train de se dégrader et que tous ceux qui sont en marge de ce tissu social se retournent contre ceux qui ont. C'est ça la vraie difficulté. C'est pour ça que très souvent, je répète, que même si on considère que les 5000 emplois étaient une utopie, ce n'est pas 5000 qu'il fallait proposer, mais c'était 60 000. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir 60 000 emplois à la Martinique. Donc ce qu'il faut chercher, c'est des solutions pour occuper les gens. Et il y a des petites choses qu'on peut faire. Sauf que dans ce pays, on est toujours en train d'imaginer le futur à 2 voies, ou à 4 voies, ou à 6 voies. On pourrait se dire, par exemple, il y a 400 000 Martiniquais, comment on peut faire chaque Martiniquais avoir un certain nombre d'objets chez lui. Exemple, chez les femmes, une gaule, les hommes, un chapeau, un truc comme ça. Ça peut faire un tas d'emplois, ça c'est 400 000 personnes pour ça. Mais ce n'est pas l'idée qu'on a. Donc c'est pour ça que les éléments de conjoncture, là, on est encore dans des démarches inadaptées à notre situation, quoi. Et c'est bien qu'on le fasse, parce qu'au moins ça nous permet de nous rencontrer, de prendre un pot après. Mais ce n'est pas la solution. Hein. Tu suggères que j'enlève le bouc après ça?
Ça fera baisser la consommation et ça fera travailler l'entreprise de moins. Mais il y a quand même une chose que tu as dite et qui m'a interpellé, que les entreprises occupent tout leur marché. Mais les entreprises occupent tout leur marché. Parce qu'il n'y a pas que les entreprises de production, tu as aussi des entreprises de distribution, ce sont des entreprises martiniquaises. Donc les importateurs sont aussi des entrepreneurs martiniquais. Mais le problème est simple. C'est pas que tout le monde bouffe, c'est que les plus forts bouffent. C'est ça le seul problème qu'il y a. Par exemple, il y a quelqu'un ici qui fait du café. S'il faisait tout le café consommé en Martinique, ça lui suffirait largement. Hein? Pas vrai? Il suffirait. Sauf qu'aujourd'hui, on lui met 150 000 cafés. Et là, avec le professeur Cusol, on va lui rajouter d'autres. Tu vois, donc... Vous comprenez pourquoi je m'amuse autant en conférence de conjoncture. Autre question? Oui. Désolée, hein, pour rester dans le sujet de la démographie. Vous n'avez pas l'air si vieille que ça, pourtant. Non. Mais justement, ça m'intéresse parce que quand vous ne serez plus là, c'est moi qui serai là. Non, mais vous allez payer une retraite, c'est pas... Justement. Et on sera de moins en moins à le faire, donc ça m'intéresse. Donc justement, vous disiez que la population, donc il y a un vieillissement effectivement, mais qu'en plus la population diminue. Donc c'est dû bien sûr, je suppose, à la dénatalité, parce que les gens font moins d'enfants. L'émigration aussi. Bah, c'est ça, c'était justement la deuxième partie. Donc la première partie, c'est ça qui est moins d'enfants, mais aussi les Martiniquais s'en vont. Sur quelle tranche d'âge? Est-ce que c'est au niveau des études supérieures? Entre 16 et 32 ans. D'accord. Ok. Ils reviennent. Certains reviennent. Ils reviennent entre 64 et 62 ans. Certains reviennent avant. J'en suis l'exemple vivant. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui ne reviennent pas. Vous êtes ce qu'on appelle en statistique un point aberrant. J'en connais plein comme moi. Mais justement, par rapport à ça, ils s'en vont, mais ils ne reviennent pas. Non, non. Alors, justement, voilà. C'est intéressant de discuter de ça. Les phénomènes migratoires ne sont pas manichéens. Il n'y a pas des gens qui partent et des gens qui arrivent. Aujourd'hui, de plus en plus, en fait, il y a des phénomènes de balancier, aller-retour. Et ce qui n'existait pas, ou en tout cas pas avec cette importance-là, il y a 10 ans ou 15 ans, c'est les gens qui partent et qui reviennent plusieurs fois dans l'année. Ou qui partent, beaucoup de jeunes partent, font des enfants. Et ils envoient des enfants pour les grands-parents. On a des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Vous avez beaucoup de gens, vous avez des migrations alternées. Alors ça pose un problème du point de vue du recensement, parce que pour être recensé dans un pays, il faut y vivre au minimum 6 mois. Vous avez des gens qui font pile 6 mois ici et pile 6 mois ailleurs. De plus en plus. Donc c'est vraiment un territoire de passage. Là où les choses sont compliquées, c'est qu'à ce phénomène migratoire se rajoute la baisse de la natalité. Mais c'est effrayant, hein? C'est vraiment effrayant. Dans une étude que j'ai faite l'année dernière, on constatait que au tout début des années 2000, le solde naturel, c'est-à-dire les naissances moins les décès, c'était à peu près 3000 personnes dans l'année. Aujourd'hui, on est à peine à 1000. Et si ça continue comme ça, on sera en négatif. C'est-à-dire qu'il y aura plus de gens qui vont mourir en Martinique que de gens qui vont naître. Est-ce que ces analyses sont partagées par l'IEDOM, l'INSEE et l'INSEP? Alors, l'INSEE ne peut pas entendre parler de nous, donc ça règle la question. L'IEDOM, on a de très bonnes relations avec l'IEDOM. On ne travaille pas directement avec l'IEDOM, mais avec la Banque de France. Nous avons un partenariat très étroit avec la Banque de France. Ça aboutit en fait à une étude sur la rentabilité des entreprises qui a été présentée lors de la conférence de conjoncture du mois de décembre l'année dernière. Et ça portait sur la période 2008-2012. Et comme je disais à Hervé avant le début de la conférence, on a lancé la suite. En septembre, on aura la période 2009-2013 et en décembre, la période 2010-2014. Donc on a vraiment lancé des études de cohorte qui nous permettent de suivre la même entreprise pendant des périodes de 5 ans consécutifs. Et ça permet vraiment de voir à la fois comment se comporte une entreprise une année donnée et comment est-ce qu'elle évolue dans le temps. Donc voilà. Mais l'analyse de la conjoncture, si elle n'est pas partagée par des instituts comme l'INSEE, mais l'INSEE ne fait pas d'études de conjoncture. La crédibilité. Attends.
Sur les études de conjoncture, Oui. dans les DOM, l'INSEE ne fait pas d'études de conjoncture. Ça règle la question. Les études de... Ni de prospective. Seul l'IEDOM, à travers son, son indicateur, qui est mensuel mais publié de façon trimestrielle, suit en fait les opinions des chefs d'entreprise. Et ils ont un avis conjoncturel qui est un avis qui est en fait extrêmement intéressant. Mais ça reste de l'analyse conjoncturelle. Moi, je fais l'analyse conjoncturelle de façon un petit peu différente. Je ne la fais pas sur des enquêtes, je la fais sur, sur des données publiées par les organismes officiels. C'est-à-dire le ministère du Travail, la COS, un certain nombre d'études comme ça. La seule enquête à laquelle nous adhérons, c'est l'enquête qui est faite tous les mois auprès des trésoriers d'entreprise, dont nous publions de temps en temps les résultats. Et ça, c'est fait en partenariat avec l'Association française des trésoriers d'entreprise, la FTE, et CO Rexicon. Trésoriers d'entreprise. Ouais. C'est quoi ça? Globalement, c'est les gens qui gèrent les trésoreries d'entreprise. C'est plus que les comptables. C'est vrai que ça concerne déjà des entreprises qui ont un trésorier. Ce sont des entreprises qui travaillent sur le marché, qui analysent celles qui ont des excédents, celles qui ont des insuffisances et qui mettent des produits financiers, tout ça. Hein. Donc c'est vraiment une grosse machine. Ce sont des entreprises qui ont une problématique de placement de leurs excédents financiers. C'est ça. Alors c'est vrai que toutes les entreprises de Martinique, loin de là, n'ont pas d'excédent. Elles aimeraient, mais bon. Je voulais quand même, juste pour répondre à José, l'ancienne casquette IEDOM, je constate quand même que certaines des données que tu donnes se rapprochent pour la partie conjoncture des éléments de l'IEDOM. Alors, de plus en plus, alors ça veut dire que, bon, on faisait du bon boulot à l'époque, ça veut dire que les collègues continuent de le faire. Je voulais quand même dire, il y a une approche qui est intéressante, c'est l'indice du climat des affaires au niveau de l'IEDOM, et pratiquement, puisque c'est des enquêtes qui sont faites sur le terrain, et nécessairement, ça se rapproche vraiment de la réalité. Quand ils disent, et Victor Nugent, il n'est pas là, donc je suis encore plus à l'aise pour en parler. Je ne sais pas si tu te souviens, au début, il était assez pessimiste sur un certain nombre de choses. Et quand on regarde... Ça a changé, hein, voilà, exactement. Ouais. Quand on regarde les analyses du rapport annuel, on voit vraiment qu'il a une approche différente. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que il y a, je dirais, des choses que nous... que nous produisons et que l'IEDOM analyse aussi. La différence qu'il y a, c'est que je ne crois pas que l'IEDOM est le modèle. Nous, on présente généralement un panorama de ce nombre d'indicateurs. C'est là qu'on retrouve des indicateurs que l'IEDOM présente également. Mais c'est une présentation, c'est notre climat. Nous, le climat, on le croit sur les chiffres, pas sur les chefs d'entreprise. Par contre, notre analyse conjoncturelle se fonde sur l'état de notre modèle. C'est ça. Puisque nous produisons en fait un PIB. Qui partage les éléments de conjoncture que tu nous présentes ici? Qui les partage? Alors, parmi les, bien entendu, ceux qui peuvent influer les politiques. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je peux te dire, c'est que nous avons une mailing list de chefs d'entreprise et de décideurs d'un peu plus de 400 personnes qui la relayent. Et ce qui, moi, personnellement, me fait le plus plaisir, c'est que ceux qui sont... Enfin, comprenons-nous bien dans ce que je vais dire, que je ne dise pas de bêtises, que ça me soit reproché après, ce sont surtout les gens extérieurs au milieu dans lequel je travaille qui s'en sortent. Les gens du gouvernement? Les gens du gouvernement. Alors, j'ai eu une demande, en fait, d'abonnement de la part des les députés, enfin, les parlementaires des DOM forment un groupe interdom. Donc, il y a un administrateur du Sénat, notamment, qui est responsable, qui est directeur général de ça et qui m'a contacté. Donc, aujourd'hui, tous les parlementaires de tout l'outre-mer français sont destinataires de ce que nous faisons. Certains, justement, en profitent pour nous critiquer. C'est de bonne guerre. Voilà. Mais la plupart, en fait, ce que j'appelle les demandes de suite, c'est-à-dire des gens qui me demandent des informations, voire même des analyses particulières, c'est pas les politiques, hein, c'est pas les administratifs, c'est souvent des chefs d'entreprise, voire même des organisations d'entreprise. Et pourquoi?
comme ils ont le choix, je suppose que c'est parce que c'est pas si mauvais que ça. Il y a aussi le fait que, à la base, dans un cas, on a des données qui datent de 3 ou 4 ans, par rapport à, ou des analyses qui vont être sur des données de 3 ou 4 ans, alors que là, on va être sur des données et sur des choses... on ne regarde pas le passé, on regarde le présent et le futur proche. Quoi. Tu comprends que je sois mal placé pour dire ça? Mais non, mais je le dis, parce que c'est vraiment ça. Si nous on le fait, c'est qu'aujourd'hui, autant avant, réfléchir à 3 ans en arrière, il y avait des tendances lourdes, etc., avait un sens. Aujourd'hui, on a du mal à savoir ce que ça sera dans 3 mois. Tout va trop vite aujourd'hui. Fondamentalement, c'est pour ça, c'est absolument indispensable. En fait, et c'est pour ça que souvent, si je pousse, souvent ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'on a bien sûr les analyses, mais fondamentalement on a les données brutes. Et donc avec les données, chacun est aussi capable de se les interpréter. Parce qu'on pourrait après dire il y a une interprétation qui est donnée, et il y en a parfois, c'est évident, mais de l'autre côté, on a la base pour pouvoir travailler et pouvoir analyser. Mais surtout, c'est parce qu'on, dans la prévision du PIB, alors qui s'appelle pas PIB, qui s'appelle l'IAE, voilà, celui-ci, on voit bien d'abord que les deux courbes se rapprochent de plus en plus, et que ça donne une tendance, ça donne des éléments et qui ne sont pas de 3 ans en arrière. Quoi. En fait, il faut bien comprendre que il n'était pas question pour nous au départ de diffuser de l'information. Et puis, c'était réservé en fait aux gens qui ont passé la commande. Mais comme eux, ils l'ont diffusé, on nous l'a demandé, et avec leur accord, maintenant nous diffusons à qui veut. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je tiens à ce que, systématiquement, les données brutes, sourcées, c'est-à-dire qu'on dise exactement d'où elles viennent et comment elles sont élaborées, soient mises à disposition du plus grand nombre. Il faut savoir que non seulement nous sommes une association, non seulement le travail que nous faisons est totalement bénévole, mais n'importe lequel d'entre vous peut me demander une base de données, je la lui fournis. Donc ça, en fait, ça a contribué en quelque sorte à ce que de plus en plus de gens nous demandent des choses. Et puis ce qu'il y a eu aussi, c'est ce fameux IAE, l'indicateur d'activité économique, qui est en fait notre modèle qui sert à simuler le PIB, il est arrivé à un moment où le PIB officiel avait pris beaucoup de retard. Bon, et comme il s'avère que quand le PIB officiel est sorti, il est tombé pile poil sur la valeur que nous avions trouvée, nous, avec notre modèle, disons que ça a participé, je dirais, à un certain succès. Moi, j'ajouterais que je trouve extrêmement pertinent parce que nous, quand on travaille ce qu'on appelle le PAC, le plan d'action commerciale, on regarde un peu, on compare les données IEDOM et les données de l'INSEE. Ça nous permet, par exemple, en prospection sur le vieillissement de la population, qu'est-ce qu'on peut faire, quels produits, etc. Donc nous, c'est pour ça qu'on analyse. Je suis aussi banquier. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et j'allais dire, moi j'ai une question qui sera provocante. 16 septembre 2015, est-ce que j'attends cette date pour poser la question? Contrat 31 décembre 2015, quid de 1er janvier 2016? Bon, il y a deux choses. Il y a l'INSEP et puis il y a moi. Bon. Il est évident que le travail qui a été fait pour mettre en place l'INSEP, ça me ferait mal au ventre de voir que ça s'arrête. Il faut être aussi pleinement conscient du fait que ça s'est fait dans la douleur. Bon, je n'ai aucun scrupule à dire que rien ne m'a été épargné. Ni les injures, ni les menaces. Par écrit, sur papier en tête. Ah bon? Tu vois? Donc, il faut quand même savoir que quelque part, c'est un travail qui n'est pas simple. Mais à mon avis, il faut que ça continue, tout simplement pour que les Martiniquais qui le souhaitent aient le choix. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de choix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est moi. Moi, j'ai un contrat avec la région, donc avec la collectivité, qui arrive à échéance le 30 avril. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas envie de continuer. 30 avril 2016. Voilà. Et ça, c'est avec la collectivité. Donc, je vous le dis très franchement, je me dirige vers le fait de ne pas continuer avec la collectivité.
Maintenant, l'INSEP, c'est différent. Ça dépendra du conseil d'administration. Il doit être renouvelé au mois d'octobre ou au mois de novembre. J'ai d'autres projets, mais une collaboration est toujours possible. Si, dans mes autres projets, j'ai le temps, et si le conseil d'administration qui sera mis en place le souhaite, je peux réfléchir à cette question-là. Mais ce n'est pas moi qui compte. Ce qui compte, c'est l'INSEP. Oui. Oui. Sur ce, il y a, à mon avis, au moins deux choses. D'abord, c'est que en avril 2016, la région n'existera pas. Oui, mais il y aura une collectivité unique, les oui, contrats sont transmis. Non, mais ce ne sera pas compliqué de ne pas traiter avec la région, parce que la région n'existera pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que personne ne sait aujourd'hui qui va diriger cette collectivité locale. Personne. Personne, parce que les élections ne sont pas faites. Je veux dire, sinon, si ce n'était pas nécessaire de faire des élections, il aurait fallu remettre aux uns et aux autres les clés, et considérer qu'il n'y a pas lieu de faire d'élections. Donc à cette date, personne ne peut dire qui va gagner cette élection. Et surtout pas les entreprises statistiques. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que cette institution, enfin cette association, c'est quand même le fruit d'une volonté politique. Et c'est pour ça que je dis que je considère que c'est normal que tu aies pris des coups. Parce que c'est quand même une impulsion politique qui fait qu'aujourd'hui, on a considéré qu'il manquait à la Martinique des éléments statistiques immédiats ou pouvant permettre à court terme de faire un certain nombre de prévisions. Mais c'est quoi la difficulté aujourd'hui? C'est que tout le monde se rend compte que malgré les statistiques, malgré les différents éléments, il y a des tendances lourdes qu'on n'arrive pas à inverser. Mais ça, ce n'est pas le cas de la Martinique, c'est parce qu'on est dans une espèce de changement invraisemblable. Prenons l'exemple, dans les 5 dernières années, les gens qui sont aujourd'hui les plus riches n'étaient pas les plus riches depuis il y a 5 ans. Donc, je prends le cas de Facebook. Facebook, ce n'était pas la puissance que ça avait aujourd'hui. La numérisation dans les assurances, dans les éléments, ça n'existait pas. Quand tu as parlé tout à l'heure de l'Afrique, moi, je connais des gars aujourd'hui qui programment non plus, qui programment en Afrique des programmes qui vendent aux États-Unis. C'est le monde qui est devenu différent. C'est nos frontières qui sont devenues différentes. Et on n'a pas adapté notre démarche à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle toujours pas anglais, on se regarde toujours en chaîne de faïence, on n'arrive pas à comprendre que finalement, il faut s'organiser même pour entrer à 4 dans une bâchée, tu vois. Bon. Je veux dire, moi, je prends toujours cette expérience. Quand tu arrives dans un métro, observe, il y a 2000 personnes qui rentrent en 30 secondes. Fais rentrer 5 bus en Martinique, qui soient béqués, blancs, machin et compagnie, dans une bâchée ensemble. Comment tu fais? Non, il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête de croire, justement, qu'on va y arriver comme ça, parce que non, il faut, je pense très sincèrement qu'il y a lieu à la Martinique aujourd'hui, qu'on s'inspire de la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est celle à côté de laquelle on passe. Le monde associatif, le monde coopératif, l'engagement des gens qui sont dans les associations sportives, de football, le truc de machin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en radio à la Martinique, chaque jour, on donne 6 minutes d'information sportive. Dans un pays où il n'y a que ça. Un entrepreneuriat sportif, culturel et compagnie, ceci et cela, des courses de jet ski, des courses de ceci, des machins, des opportunités. Mais on passe à côté de toutes les opportunités. Et puis, bon, on s'amuse, on machin, on se gargarise, voilà. Mais je répète, moi, plus ça va, plus je crois que Michel Louis avait raison. Nous sommes dans notre rôle de consumériste. Bien. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, la décision que j'ai prise n'a strictement rien à voir avec qui sera ou ne sera pas. J'ai décidé, ça fait un peu plus d'un an que j'ai décidé ça, que je mettrai un terme à ma collaboration avec la collectivité, quelle qu'elle soit. Et je ne m'en suis jamais caché. Donc, voilà. Je voudrais revenir à l'intérêt justement de ces travaux, parce que et savoir quelle est la relation avec les étudiants, les doctorants, etc. Parce que
nous, en tant qu'économistes, souvent dans nos travaux, nous avions, quand il fallait travailler sur la Martinique, on avait toujours des données très très anciennes, de toujours 5 ans, etc. Maintenant, il y a des documents. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'inspirent pour lancer des thèses ou approfondir un certain nombre d'axes? Et je voudrais savoir quel est le point de vue là-dessus. Parce que je crois que maintenant, il commence à avoir quelque chose. Et puis, il y avait la deuxième chose qui est que... Attendez, je vais vous répondre là-dessus parce qu'effectivement, c'est un point qui pose problème. C'est vrai que il y a eu une volonté de créer un instrument qui permette d'avoir des analyses de court terme sur la Martinique. Ça, c'était la volonté. Maintenant, cette volonté est exprimée par quelqu'un qui m'a donné carte blanche, et c'est moi qui ai conçu, en fait, l'IMCEP tel qu'il est. Et dans la conception de l'IMCEP, j'avais mis un volet qui me paraissait absolument, enfin, j'ai mis un volet qui me paraît absolument indispensable, parce que quand j'étais à l'époque à l'INSEE, on avait souvent la difficulté de ne pas pouvoir prendre des stagiaires, parce que les stagiaires qui sont notamment en M2, mathématiques appliquées ou statistiques, n'ont pas de terrain de stage, ou très peu de terrain de stage à la Martinique. Donc je me suis dit, un stage de M2, ça dure 6 mois, on peut très bien en prendre 3 ou 4 à l'année à l'IMCEP. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'IMCEP, cette année, a 3 ans et demi. 3 ans et demi pendant lesquels j'ai régulièrement fait des propositions aux gens qui étaient susceptibles d'envoyer des étudiants, c'est-à-dire à l'université, au pôle Martinique, comme au pôle Guadeloupe. Candidature 0. D'accord? Je vais plus loin. Nous sommes adhérents à CO avec ses codes, nous sommes adhérents à la Société française de statistique et nous sommes adhérents à l'Institut international de statistique. Et il se trouve que la Société française de statistique, ce n'est pas seulement un organisme qui regroupe des statisticiens et des organismes de statistique, c'est aussi un organisme qui a vocation à mettre en place des formations et à faciliter l'accès à ces formations aux étudiants. Les gens ici qui reçoivent la lettre de l'IMCEP reçoivent en même temps, approximativement une fois tous les 15 jours, 12 propositions d'emploi ou de stage, écoutez bien, de la Société française de statistique, dont nous sommes les représentants ici. D'accord? La dernière, je crois qu'elle doit remonter. C'était aujourd'hui? Hier ou aujourd'hui? Non, c'est hier. La dernière, écoutez bien. La Société française de statistique participe à l'organisation de ce qu'on appelle le cours européen de statistique avancée, qui regroupe des étudiants de plusieurs pays européens et qui se déroule chaque année dans un pays différent. Entre le 28 septembre et le 2 octobre 2015, ce cours va se dérouler en Allemagne. Et il sera consacré aux statistiques des données en réseau. Aujourd'hui, tout le monde travaille en réseau et tout le monde parle de big data. Je ne connais pas à la Martinique de formation pour les étudiants de ça. La Société française de statistique offre une bourse aux étudiants qui souhaitent participer à ce cours. D'accord? Je l'ai envoyé hier, je suis prêt à parier qu'il y aura 0 candidature. Par contre, là où moi je me suis beaucoup amusé, c'est qu'un jour j'ai vu arriver des candidatures. Eh bien, c'était des candidatures de chefs d'entreprise que j'ai mis en relation avec les organismes de formation qui étaient intéressés pour leur permettre à eux de mieux maîtriser l'outil statistique pour pouvoir aussi bien comprendre la conjoncture économique que pouvoir les utiliser à leur fin personnelle dans la gestion de leur entreprise. La Martinique, c'est ça aussi. Vous voyez, ils ne se contentent pas de créer des emplois. Ils se cultivent. Autre question? José, tu n'as pas fini ta longue liste. Si, c'était bon? Qui est-ce qui veut poser une question? Bon, ben écoutez, si vous n'avez pas de questions,
il y a un traiteur qui se fera un vrai plaisir de répondre à vos interrogations culinaires. Voilà. En tout cas, je suis très content de vous avoir rencontré ce soir. Prochaine conférence de conjoncture le 16 septembre. C'est encore un mercredi, c'est encore à 18h. Donc 18h30. C'est encore ici. C'est encore avec moi. J'espère que ce sera avec vous. Voilà. Bonne soirée.